Ah là là, les jeunes de nos jours, ils me font pitié avec leur smartphone tout cassé. Non mais sérieusement, on pourrait presque croire que c'est devenu une mode d'avoir un écran pété. Vraiment tout fout le camp. Quand j'étais jeune, on prenait soin de nos affaires. Ouais bon, ça c'est ce que j'aurais pu dire si j'étais aigri. Mais la vérité, c'est que ça n'est peut-être pas complètement de leur faute. Entre appareils de plus en plus complexes et réparations de plus en plus fastidieuses, pourquoi est-on arrivé dans un monde avec des appareils irréparables malgré des certifications de résistance de ma boule et des lois qui essaient de rendre la réparation viable en filant carrément des primes pour faire réparer son smartphone? Qu'est-ce qui provoque ça? Est-ce que ce serait pas un peu fait exprès? Vous vous doutez bien que si. Vous allez vous rendre compte de la sournoiserie de certaines marques sur ce sujet pour toujours vous faire acheter le dernier appareil tout en disant vouloir être écologique. La bonne blague. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler d'écrans cassés, mais pas que. En fait, ça fait un petit moment que je voulais vous faire une vidéo autour de la réparabilité des différents objets high-tech qui ont peu à peu pris une place importante dans nos vies. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment tout ça a pu évoluer au fil des années. On va aussi parler de la fragilité des objets, de leur recyclage et on va même voir comment des objets totalement fonctionnels et pas du tout obsolètes peuvent se retrouver à la benne suite à un simple coup de tête du fabricant. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai un magnifique exemple, ce OnePlus 7 Pro sorti en 2019 qui a d'ailleurs un truc qu'on voit plus du tout. Regardez comment c'est la classe, une caméra rétractable. Trop bien, non? Eh bien, ce smartphone est utilisé par la team TechMaker et malgré le fait qu'on ait l'impression qu'il soit bien pété, dites-vous qu'il a déjà été réparé plusieurs fois et je vais vous expliquer les galères auxquelles on a dû faire face avec ça. Mais ouais, on sent que c'est un vrai vétéran de guerre ce smartphone et qu'il a un sacré historique. Exactement comme les 650 navires de guerre authentiques venant de 13 nations différentes dans World of Warship qui sponsorise la vidéo. Ce shooter tactical est effectivement basé sur de vrais documents historiques et des schémas de vrais navires de la première moitié du XXe siècle. Ce jeu se joue en équipe avec 3 types d'armement, l'artillerie navale, les torpilles ainsi que les avions. Et en termes de navires, il y a vraiment de quoi faire avec 5 grandes classes, destroyers, croiseurs, cuirassés, porte-avions et aussi des sous-marins. Quand je vous dis que c'est extrêmement complet, ils font pas semblant. Les graphismes sont sublimes avec une grande variété de maps qui ont une météo changeante qui influe même sur la bataille. Clairement, ce dernier se veut extrêmement à jour avec plein d'updates chaque mois, que ce soit pour des événements saisonniers que vous pourrez expérimenter avec vos amis, tout en rejoignant un clan ou une division pour ainsi montrer votre dominance. Le mieux dans tout ça, eh bien le jeu est gratuit. Mieux, avec le lien en description, vous avez un énorme pack de démarrage d'une valeur de 25 € pour ainsi commencer le jeu dans les meilleures conditions possibles. Et clairement, vous aurez des navires en bien meilleur état que ce smartphone que je tiens dans mes mains. D'ailleurs, je vous dirai un peu plus tard pourquoi il est si abîmé. Pour revenir au sujet de la vidéo, je parlais des jeunes dans l'intro, mais c'était surtout pour vous faire réagir. En réalité, on est tous concernés un jour ou l'autre. Et puis moi aussi je suis jeune, qui osera me dire le contraire? La réalité, c'est qu'absolument tout tombe en panne un jour ou l'autre. Certes, on voit parfois des appareils qui tiennent nettement plus longtemps que d'autres, mais rien n'est éternel. Ceux parmi vous qui ont leur propre chez-soi depuis assez longtemps s'en sont sûrement rendus compte. Entre la télé, le lave-vaisselle, le lave-linge, le four, le micro-ondes et tous les autres appareils qui nous entourent, forcément qu'on augmente nos chances de subir des pannes. Juste une petite précision quand même avant de continuer. Dans cette vidéo, on fera bien la distinction entre les pannes naturelles et les accidents du style écran cassé. On parlera des deux, mais la distinction est importante tout de même. En ce qui concerne tous ces appareils que l'on peut retrouver chez nous, on a tous déjà entendu des phrases du style « Oh, dans le temps, on savait faire des appareils fiables. Moi, ma grand-mère, elle a gardé son lave-linge plus de 20 ans. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. » Alors, pour être clair, oui, c'est indéniable que la durée de vie moyenne de ces équipements a globalement beaucoup baissé ces 20 dernières années. Est-ce que c'est parce qu'on est plus foutu de fabriquer des appareils de qualité? Est-ce que parce qu'on est plus capable de les réparer autant qu'avant? Mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle la durée de vie d'un appareil? Vous avez peut-être déjà entendu parler du bateau de Thésée. Imaginez un bateau tout beau tout neuf, tout juste sorti des ateliers. Les années passent, le bateau traverse les âges et les tempêtes et au cours de ses périples, il subit régulièrement des dégâts qui doivent être réparés. Les voiles, le mât, le pont, planche par planche, poutre par poutre, au fil du temps, chacun des composants du bateau est remplacé, jusqu'au jour où il n'y a finalement plus le moindre clou d'origine sur le navire. Question est simple, est-ce que c'est toujours le même bateau? Si la réponse est non, à quel moment est-ce que ça a changé? On peut se poser la même question dans le cas d'un appareil qui devrait être réparé, car en soi on peut dire que d'une certaine manière, rien n'était réparable. Si vous voulez que votre machine à laver fonctionne pendant 50 ans, c'est tout à fait possible, à condition d'avoir accès aux pièces détachées. Et déjà, là on commence assez mal. En effet, on trouve une loi à ce sujet qui oblige les constructeurs à fournir des pièces détachées pendant X années après la vente d'un appareil. Le problème, c'est que ça ne concerne que les appareils de réfrigération, les lave-linges, les sèche-linges et les lave-vaisselle. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal, et oui, c'est mieux que rien, mais clairement, ça n'est pas suffisant. Déjà parce qu'a priori, on a chez nous tout un tas d'appareils qui ne sont pas des lave-linges, des lave-vaisselle, etc., mais parce qu'en plus, cette durée minimale n'est absolument pas suffisante pour que l'on puisse garder nos appareils vraiment longtemps. Dans le cas d'un lave-linge par exemple, le délai de disponibilité est de 10 ans minimum. Et oui, 10 ans, ça peut paraître beaucoup, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'un lave-linge d'il y a 10 ans lave vraiment moins bien le linge qu'un lave-linge d'aujourd'hui? On a beau essayer de rajouter des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans des lave-linges,
lave-linge, bah ça reste des lave-linges, hein. C'est une des grosses différences avec le monde du high-tech aujourd'hui. Un smartphone d'il y a 10 ans, bah clairement ça c'est obsolète, ça c'est sûr. Bien qu'en vrai, bah il y a pas mal de personnes à qui ça suffirait largement de par l'usage qu'elles en font. Mais un frigo ou encore un four qui a 10 ans, ok, peut-être qu'ils seront pas pilotables en Wi-Fi, hein. Peut-être que leur affichage est un petit peu moins moderne, mais ils occupent toujours leur fonction si bien. Alors pourquoi accepter qu'ils deviennent irréparables passé 10 ans à cause de l'indisponibilité des pièces détachées? Et là je vous parle d'électroménager, mais c'est tout aussi vrai concernant votre smartphone, votre PC portable, votre montre connectée ou même vos écouteurs sans fil. En fait non, c'est même pire car l'obligation de mise à dispo des pièces détachées ne les concerne même pas. Et donc il y a tout un tas de problèmes qui donnent lieu à la situation actuelle et en voilà quelques-uns. Avec les smartphones, on pourrait croire qu'avec les progrès franchement impressionnants qui ont été faits sur les technologies de verre type Gorilla Glass, bah, nos appareils devraient être plus résistants. Et ça serait vrai, hein, si c'était la seule chose qui était à changer. Dans la réalité, on a au fil des années totalement supprimé les bordures autour de nos écrans. On est même arrivé à les courber sur les côtés. Et tout ça, bah croyez-le ou non, ça les rend plus fragiles. On parle souvent du Nokia 3310 comme d'un téléphone incassable, mais bon bah regardez un peu le machin. Qu'est-ce que vous voulez casser là-dedans? Claquez-lui un écran qui recouvre toute la face avant et une vitre en verre pour le style sur la face arrière, bah croyez-moi que ce sera plus le Nokia 3310. De la même manière, hein, sur tout ce qui est électroménager, tout s'est énormément complexifié. Et dans l'ensemble, les raisons de ces complexifications sont largement discutables. Car faut bien se dire un truc, hein, au plus un appareil est complexe, au plus il est difficile de diagnostiquer une panne. C'est un peu comme avec les voitures. À l'époque, les voitures étaient tellement simples que finalement il n'y avait pas grand chose qui pouvait donc tomber en panne. Est-ce que ça veut dire que c'était forcément mieux avant? Bah bien sûr que non. Dans le cas des smartphones par exemple, est-ce qu'on a besoin d'avoir une vitre arrière en verre? Ouais super, hein, c'est joli. Ouais, ça résiste mieux aux rayures que du plastique. Mais en attendant, c'est quand même vachement plus fragile. Rajoutez à ça le fait que ces pièces ne sont pas fournies par les fabricants et qu'ils sont donc les seuls à pouvoir réparer votre appareil avec des pièces d'origine, eh bien ça fait un bon monopole comme on les aime. Et donc vous vous retrouvez avec un appareil qui pourrait être réparé mais qui ne le sera jamais parce que ce serait quand même con de dépenser autant pour réparer un vieux smartphone alors que le tout nouveau modèle vient à peine de sortir et que finalement il coûte à peine plus cher que la réparation. On va encore me dire que je n'arrête pas de taper sur Apple, mais franchement vous savez combien ça coûte de remplacer l'écran d'un iPhone 15 Pro Max? 489 €, hein, rien que ça. Ah pardon, j'avais pas vu. Si la vitre arrière est fissurée, il faut la changer elle aussi. Donc ouais, ça fera 609 €. La vitre arrière seule c'est 229. Tu m'étonnes que tout le monde se balade avec une vitre cassée, hein. Enfin ça c'est si la vitre de l'appareil n'est pas touchée, car si c'est le cas, faut alors ajouter 299 € de plus. Et donc à votre avis, ils font quoi les gens quand ils doivent choisir entre réparer leur appareil actuel et le remplacer avec les tout nouveaux quand les deux ont un prix similaire? C'est ça hein, ce qu'on appelle la durée de vie d'un appareil, c'est la durée moyenne entre sa fabrication et le moment où il sera jeté, que ce soit parce qu'on ne souhaite plus le réparer ou parce qu'il est devenu trop obsolète. Et donc parmi les choses qui peuvent réduire la durée de vie d'un appareil, on a bien entendu l'obsolescence, mais on a aussi la non-disponibilité des pièces détachées ou leur prix prohibitif. Je parlais d'Apple dans l'exemple précédent, mais en réalité ça concerne à peu près toutes les marques. En général, les réparateurs tiers ne vous installent pas des pièces d'origine, mais bien souvent c'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas le choix. Résultat, si votre vitre est cassée, 4 choix s'offrent à vous. Soit vous payez le prix fort pour le faire réparer par la marque, soit vous le faites réparer par un vendeur tiers, soit vous tentez de le réparer vous-même, soit vous acceptez de vivre avec. Eh bien, il se trouve que beaucoup de gens se décident de tourner vers la quatrième option. Utiliser des pièces non officielles pour réparer son téléphone n'est pas toujours une mauvaise idée en fait, d'ailleurs, loin de là, mais plusieurs problèmes peuvent quand même se poser. Par exemple, au niveau des batteries, c'est quand même un composant assez critique de votre téléphone, dans le sens où si ça part en cacahuète, ça peut vraiment être dangereux. Enfin, n'allez pas non plus psychoter, hein. Dans la réalité, je ne suis même pas sûr qu'il y ait vraiment plus d'accidents avec des batteries no-name, hein. Ouais, rappelez-vous des Samsung Galaxy Note 7, hein, comme quoi ça arrive même aux grandes marques, hein. En revanche, en achetant une batterie toute moisie, ce que vous risquez, c'est de devoir la changer au bout d'un an. En général, la différence de prix entre le premier prix et des marques réputées n'est pas énorme, donc réfléchissez-y à 2 fois, car s'il faut changer tous les ans, ça vous coûtera plus cher. Un autre composant que l'on remplace souvent, c'est l'écran. Et là, faut bien avouer que c'est pas évident. Bien souvent, c'est vers des sites comme AliExpress que vous allez devoir vous tourner pour ces genres de composants. Et là, le problème, c'est qu'il y a de tout et n'importe quoi. C'est en particulier problématique quand il s'agit d'un smartphone haut de gamme, car le risque, c'est de tout simplement se retrouver avec un écran de moindre qualité. On trouve aussi des vendeurs qui refourguent des écrans qui présentent des défauts, comme par exemple des pixels morts ou encore un ghosting permanent plus ou moins prononcé. Pour le coup, les vendeurs sont plutôt honnêtes en général, hein. Tout est bien indiqué dans la description, avec même bien souvent des photos montrant ce genre de défauts. Mais pour voir tout ça, encore faut-il lire la description avant d'acheter, hein. Autre problème, malgré le fait que ces écrans ne sont bien souvent pas des écrans officiels, on se retrouve parfois avec des prix à nous faire oublier qu'on est sur AliExpress, hein. Par exemple, dans le cas du OnePlus 7 Pro dont je vous parlais dans l'introduction de cette vidéo, ça a beau être un smartphone qui date d'il y a 5 ans maintenant, l'écran seul coûte au minimum dans les 120-130 €, et ça c'est sans le châssis. D'ailleurs, petit piège avec des annonces de ce type là, écran LCD pour un OnePlus 7 Pro, c'est un peu bizarre, parce que ouais, sur ce smartphone normalement c'est un écran AMOLED d'origine, et non, c'est pas une erreur dans le titre ni un abus
de langage. Je me suis déjà fait avoir sur un autre modèle et en allumant le smartphone réparé, j'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Et impossible de se retourner contre le vendeur, hein, car c'était bien écrit LCD dans l'annonce. Bref, on peut trouver aussi des écrans de qualité, mais les pièges à éviter sont nombreux. Enfin, un autre problème avec ces pièces qui ne sont pas d'origine, ça concerne ce dont on parlait un peu plus tôt, le Gorilla Glass. Et là, bon bah c'est simple, hein, la grande majorité des écrans aux vitres arrière non originaux ne sont pas pourvus. Résultat, l'appareil réparé risque d'être nettement plus fragile. Encore une fois pour ce OnePlus 7 Pro, la vitre arrière a été remplacée au moins 5 fois. Et ça en même pas 2 ans sur les 5 qu'ont le smartphone. Tout simplement car depuis que ça n'est plus la vitre originale, c'est devenu nettement plus fragile. Alors ok, à chaque fois ça coûte que 5 balles, hein, mais c'est super pénible. Ça arrive même de le casser sans même faire tomber le téléphone. Genre une fois, bah ça s'est cassé parce que le propriétaire était en haut d'un escabeau avec une jambe pliée. Et la simple tension de la poche du pantalon a causé une énorme fissure. Résultat, bah un bout de scotch pour maintenir les morceaux ensemble et on n'en parle plus. Alors oui, ok, c'est moche, hein, ok, c'est probablement plus très étanche, mais au moins ça évite de remplacer ça tous les 4 matins. Et tout ça, c'est sans parler du fait qu'il devient de plus en plus difficile de réparer certains modèles, en particulier pour des gens qui n'en ont pas l'habitude. Alors entre l'augmentation de la fragilité de nos appareils, l'augmentation du coût de la réparation, l'absence des pièces détachées d'origine et le parcours du combattant pour trouver des bonnes pièces non officielles, et à côté de ça, vous rajoutez l'augmentation de la complexité et du nombre de pièges à éviter quand on veut réparer soi-même. Hein. Suffit de regarder la vidéo de présentation du Steam Deck que Valve laisse les gens réparer, mais qui montre bien que c'est super galère pour certains. Bah c'est clair que beaucoup d'appareils finissent à la benne pour rien. Et c'est aussi clair que quand la casse ne rend pas l'appareil inutilisable, bah ouais, on réfléchit à 2 fois avant de réparer quelque chose et on se retrouve potentiellement avec un smartphone dans cet état-là. Ah, et je vous ai pas parlé du pire, hein. Je vous ne parlais qu'à l'instant des appareils qui finissent à la benne pour rien, mais au moins, bah ceux-là, ils sont cassés. Il existe des cas malheureusement bien plus dramatiques. Il arrive par exemple que des constructeurs décident du jour au lendemain de rendre totalement inutilisables des appareils qui sont en votre possession. Je vais vous parler des cas qui ont chacun une raison différente derrière. Selon moi, elle n'est jamais bonne, hein, mais je vous laisserai seul juge. Pour rester dans le domaine des smartphones, vous vous souvenez peut-être du drama qu'il y avait eu il y a quelques années avec Apple. Oui, encore eux. Ils avaient décidé du jour au lendemain de rendre totalement inutilisables tous les appareils qui contenaient des pièces non officielles. En gros, imaginons que vous avez un iPhone depuis 2 ans, l'année dernière vous avez cassé votre écran et vous l'avez fait réparer chez un réparateur non agréé, qui n'a donc malheureusement pas accès aux pièces officielles. Vous avez donc économisé un petit pactole en faisant ça, et en plus le boulot a été bien fait, votre écran est aussi beau que l'original. Tout va bien dans le meilleur des mondes, vous continuez d'utiliser votre iPhone pendant 1 an sans aucun problème, jusqu'au jour où après une mise à jour du système, ce dernier refuse tout simplement de démarrer. Bien sûr, vous n'étiez pas prévenu avant de faire la mise à jour, c'était il y a 6 ans avec la sortie d'iOS 11.3. Le problème a été résolu depuis, hein. Bien sûr, selon la marque, ça n'était pas volontaire et on va être obligé de les croire sur parole. Mais bon, quand on voit que même aujourd'hui, ils désactivent Face ID quand c'est un écran non officiel, je suis pas sûr que c'était vraiment pas volontaire, hein. Vous avez peut-être aussi entendu parler de l'affaire du Spotify Carfing. En gros, c'est un appareil lancé par Spotify en 2022, donc super récemment, dont le rôle est simplement de servir de client Spotify dans votre voiture. Oui, ok, vous pourriez connecter votre smartphone en Bluetooth. Oui, ça coûtait 90 $ pour finalement assez peu d'utilité. Et oui, c'est sûrement pour ça que l'entreprise a décidé d'arrêter de vendre ces petits galets connectés. Qu'on arrête de vendre un produit qui marche pas, c'est une chose. Mais qu'on décide en un claquement de doigts de cesser le support de tous les appareils vendus et donc de les rendre totalement inopérants, ça en est une autre. Il y a donc des gens qui ont acheté ce machin sorti il y a à peine 2 ans, qui en sont contents et qui l'utilisent tous les jours, et qui vont devoir le jeter parce que l'entreprise en a décidé ainsi. Bien sûr, ils ne reverront jamais la couleur de leurs 90 $. Franchement, je comprends même pas comment c'est légal tout ça, hein. Dans la même veine, on a par exemple le Kodak, qui, vous le saurez, vend ou en tout cas a vendu un jour des babyphones. Babyphones connectés avec un écran qui est directement relié par radio à la caméra, mais aussi une liaison Wi-Fi pour rendre le flux vidéo visionnable depuis n'importe où. Super du coup. Jusqu'au jour où la marque décide de mettre fin au support du produit. Et comme bien entendu tout passait par leur serveur, eh bien la fonction du visionnage à distance est tout simplement perdue. Pourtant, la marque existe toujours, hein. Ok, c'est plus le Kodak d'avant, mais ça existe encore. Mais c'est pas tout. La caméra tente de se reconnecter toutes les 5 minutes au serveur qui n'existe plus. Et donc, émet un son fort quand elle n'y arrive pas. Dans la chambre d'un bébé qui se réveille donc au moindre bruit, hein. Ouais. L'appli permettant de gérer la caméra ne fonctionne plus, donc impossible aussi de modifier les paramètres de la caméra comme le mode jour ou le mode nuit. Bref, ce genre de cas est totalement inacceptable. Les marques devraient avoir l'obligation de proposer une solution alternative, même si elle est moins pratique. Genre une caméra IP n'a pas besoin de passer par des serveurs situés on ne sait où. La marque aurait pu pousser une dernière mise à jour de firmware afin d'ouvrir l'accès au flux vidéo au moins sur le réseau local et supprimer ce bruit émis par la caméra quand elle n'arrive pas à se connecter à des serveurs qui n'existent plus. Dans le même style mais un peu plus justifié, on pourrait parler des entreprises qui font faillite aussi, hein. Par exemple Enki, l'entreprise qui a créé le petit robot Cosmo que j'ai pu vous présenter sur la chaîne il y a quand même quelques années maintenant. Ils ont malheureusement fait faillite. Le problème c'est qu'elle a emporté avec elle tout ce qui permettait de faire tourner le petit robot. Alors aujourd'hui ça a un peu changé, il y a eu des rachats etc. Mais en effet à l'époque, sans connexion au serveur de l'entreprise, le robot était finalement devenu extrêmement limité. Alors bien sûr on ne peut pas leur demander de continuer à faire tourner des serveurs,
serveur, surtout quand il y a faillite. Enfin, quoique on pourrait avoir une loi qui oblige les entreprises à avoir de l'argent de côté pour permettre de continuer de faire tourner tout ça. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mon avis, et celui de beaucoup d'autres, c'est quand ce genre de choses arrive, tout ce qui permet de faire fonctionner l'appareil devrait passer en open source. Des projets ont vu le jour afin de tenter de recréer un serveur pour redonner vie au petit robot Cosmo, mais une chose est sûre, avec les sources du projet original, tout aurait été extrêmement plus simple. Enfin, un tout dernier exemple qui pour le coup m'a touché directement. Il y a quelques temps, j'avais testé l'aspirateur Rowenta XO, et franchement, je trouve qu'il avait carrément sa place. Un aspirateur traîneau avec une puissance et une autonomie supérieure à un aspirateur balai, mais sur batterie pour plus de praticité, jusqu'au jour où il est tombé en panne. Bon, en vrai, jusque là, rien de dramatique, ça arrive, d'autant plus que l'aspi était vendu comme étant super facilement réparable, avec un score de réparabilité de 9,4 sur 10. Génial, ça faisait partie des arguments marketing. Je le démonte, je fais quelques tests et j'en viens à la conclusion que le problème vient de la carte électronique. Je vais sur le site officiel et là je trouve la carte pour quelque chose comme 20 €. Ouais, franchement raisonnable. Je commande, je reçois tout ça, je l'installe et magie, le problème a disparu. Ouais, sauf que maintenant, je ne peux plus régler la puissance d'aspiration avec la télécommande. Du coup, j'appelle le service client et là on me dit: ah non, vous ne pouvez pas réparer l'aspirateur vous-même, seul un pro peut le faire. Alors que pourtant il disait que c'était réparable facilement. Je demande donc si je l'amène chez un pro et qu'il découvre que le problème vient de la carte qu'ils m'ont vendue, je serai remboursé de tout, et ils me disent que oui. C'est donc ce que je fais, je le dépose dans un magasin spécialisé et je passe à autre chose. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, donc je finis par les rappeler pour savoir ce qui se passe. Et le technicien me dit qu'en gros, c'est un enfer. Il a remplacé 2 fois la carte électronique, 1 fois le moteur, 1 fois la télécommande, et 1 fois je sais plus trop quoi, et malgré tout ça, ça ne fonctionne toujours pas. Et il finit par me dire qu'après avoir eu Rowenta au téléphone, on lui a dit que c'était sûrement une incompatibilité entre les pièces, et que ça arrivait, et qu'il n'y avait donc rien à faire, direction poubelle. Résultat, un aspi à 500 balles qui part à la benne. Heureusement qu'il était réparable à 9,4 sur 10. Bref, tout ça pour dire que clairement nos appareils, quels qu'ils soient, ont tous une durée de vie bien inférieure à ce qu'elle pourrait être. Et il n'y a pas une seule raison à ça, mais plutôt une combinaison de tout un tas de facteurs. Et on n'a même pas parlé de l'obsolescence programmée ici. Ça ferait un autre sujet de vidéo, peut-être qu'on en parlera un jour si ça vous botte. Selon moi, il n'y a que 2 réponses possibles face à ça. La première, c'est la loi. Les entreprises doivent être tenues responsables de leurs actions. Certaines se permettent beaucoup trop de choses car elles ne craignent tout simplement aucun retour de bâton. La seconde réponse à ça, c'est la nôtre. Arrêtons de donner notre argent à ces entreprises. Bon, ok, c'est facile à dire, mais en vrai, dans le cas des smartphones par exemple, même si certaines marques sont pires que d'autres, dans l'ensemble, c'est un peu la même galère partout, donc compliqué de faire attention avec ça. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur certains problèmes. Est-ce que vous avez déjà réussi à réparer un appareil de votre côté, vous? Et est-ce que c'était galère? Eh bien, je vous laisse me partager vos mésaventures directement dans les commentaires juste en dessous. D'ailleurs, vous savez, moi, quel appareil a eu quelques pannes matériel logiciel? Eh bien, mon ancien smartphone pliable. Ouais, entre pliure qui galère et soft qui a énormément de mal par moment, je vous avais fait une vidéo qui vous parlait de mon ancien pliable au bout d'1 an d'utilisation et qui pourrait vous servir si vous voulez connaître la longévité de ce type de produit. D'ailleurs, mon modèle actuel, maintenant le Fold 5, il n'a plus de problème de pliure, mais un problème de tactile. Bref, on en reparlera à l'occasion. En tout cas, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous n'avez pas encore vu à l'époque, car elle pourrait vous être fort utile, il suffit juste de cliquer ici. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!